C'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Et deux formidables courtières à mes côtés. Sophie Autongue, directrice générale adjointe de Finance Conseil. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Et Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bon, je disais, il était temps de faire venir celles qui savent sur ce plateau parce qu'en ce moment, c'est quand même le brouillard, pour ne pas dire l'inquiétude. On va faire un point d'étape sur ce qui s'est passé sur ces derniers mois, mais avant ça quand même, actualité oblige, on voit ces tensions sur le marché obligataire avec la dette de l'État français qui repasse là depuis quelques heures au-delà des 3,7%, qui a touché la semaine dernière les 3,9%. On a cette menace inflationniste, tout ça lié à la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait pousser la Banque Centrale Européenne, dans le meilleur des cas, à ne pas bouger ses taux, dans le pire des cas, à les augmenter. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de taux de nos crédits immobiliers? Est-ce que c'est déjà en cours? Il semblerait que les grilles que vous avez reçues pour ce mois d'avril laissent plutôt pencher vers une hausse des taux. Vous êtes dans quel état d'esprit, mesdames, en ce moment, sur le crédit immobilier et la faculté des banques à nous prêter pas trop cher? Julie? Moi, je suis toujours résolument positive. Donc, effectivement, on constate quelques hausses de taux sur les barèmes d'avril, mais somme toute assez... modeste et modéré, exactement, puisqu'on est sur des hausses de taux plutôt autour de 0,10. Ouais. Donc, des barèmes qui sont encore très, très accessibles. Une forte volatilité, effectivement, de l'OAT, mais qui permet justement aux banques de se dire on ne va pas non plus surréagir immédiatement. Donc, des hausses modérées et surtout des écarts de taux encore très importants, finalement, d'un profil à un autre. Donc, des capacités de négociation qui restent assez importantes pour l'ensemble de nos courtiers dans nos réseaux respectifs. Donc, moi, je reste optimiste. Il ne faudrait pas que ça s'éternise, il ne faudrait pas que ça prenne trop d'ampleur. Ce n'est pas vraiment les taux qui m'inquiètent, c'est plutôt le sujet du taux d'usure, parce que les taux pourraient légèrement réaugmenter. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ensuite on soit contraint par la hausse du taux, la révision du taux d'usure qui est revenue à une révision trimestrielle, et on constate que lors de celle de début avril, il y a une baisse du taux d'usure sur les durées inférieures à 20 ans, et ça pourrait être un problème si d'un côté le taux d'usure baisse et de l'autre les banques augmentent même légèrement leur taux. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation qu'on a connue. On va refaire de la pédagogie, parce que vous êtes nombreux sur le plateau à me reparler du taux d'usure, et je pense que pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ont moins bien vécu que nous la crise de 2022, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter, un taux tout compris, c'est-à-dire le taux nominal. Quand on parle de 3,35, 3,45% aujourd'hui, c'est le taux nominal, auquel on va ajouter l'assurance de prêt et tous les frais de garantie, les frais de dossier de la banque et les frais de courtage, exactement. Ce qui fait qu'en réalité, il faut qu'il y ait quand même un écart assez important pour que ça passe. Ce taux maximum auquel les banques sont autorisées à prêter, c'était censé protéger les emprunteurs. Le fait est que quand on a une remontée rapide des taux nominaux, pour le coup, il y a un effet ciseau et parfois ça empêche littéralement de la banque de prêter. C'est ce qui avait provoqué beaucoup de refus de prêts au moment de la crise inflationniste liée au déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui, alors avec une situation qui n'était pas complètement la même, parce que déjà, le taux d'usure, il est calculé sur la base des taux effectivement réalisés sur les 3 mois précédents, augmentés d'un tiers. Vous n'avez pas compris, mais en gros, on a regardé ce qui s'était passé les 3 derniers mois et globalement on augmente de 33%, et c'est le taux maximum au-delà duquel on ne peut pas prêter. Dans le cas que vous exposiez au moment du lancement du démarrage de la guerre en Ukraine, on était sur des taux extrêmement bas, puisqu'on était encore sur des taux autour de 2%, et on est arrivé sur des taux qui ont flirté avec les 4%. Et très très rapidement, avec des banques qui à ce moment-là pouvaient revoir leur barème plusieurs fois dans le mois. On n'est absolument pas dans cette situation-là aujourd'hui. On a une seule banque qui a revu son barème en cours de mois. Les autres ont attendu le début de mois comme tous les mois, et avec des hausses, encore une fois, qui sont très modérées sur des taux qui déjà sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu au moment du démarrage de la guerre en Ukraine. Exactement. Sophie, ça vous inquiète ce taux d'usure, qu'on retourne dans la situation d'avant, quand bien même on sait qu'on n'est pas exactement, et Julie l'a rappelé, dans la même situation, mais est-ce que ça vous inquiète? Effectivement, on a un point de vigilance sur ce taux d'usure, puisque quand on a une remontée brutale des taux, on se retrouve avec cet effet ciseau. Et on a vécu cette période-là en 2022-2023. On a alerté les pouvoirs publics, la Banque de France, pour qu'il y ait une mensualisation. Ça a été demandé par les professionnels. Ils ont fini par le faire. Ils ont fini par le faire, mais un peu tardivement. Ouais. On aurait pu éviter de diviser par 2 la production de crédit, à mon sens, si on avait agi beaucoup plus vite. Puisque à cette période-là, on avait quand même 30% de nos refus qui étaient dus
à un taux d'usure beaucoup trop bas qui ne permettait pas de faire passer les dossiers. Avec des dossiers qui étaient finançables, il faut le redire en fait. C'était des gens qui étaient tout à fait finançables. Exactement. Donc là, ce qu'on demande tout simplement, c'est de pouvoir anticiper. On l'a déjà vécu, on sait comment ça se passe. Écouter les professionnels du terrain. On demande une mensualisation, on demande même d'aller plus loin. C'est qu'il faudrait vraiment étudier des nouvelles modalités de calcul de ce taux d'usure qui n'est plus du tout adapté. On le voit bien à des périodes comme ça de hausse. 3 mois, c'est beaucoup trop long. Oui, certains parlent même de permacrise, parce qu'on a l'impression qu'on quitte une crise pour une nouvelle crise. Donc effectivement, au lieu de réagir un peu trop tard à chaque fois et de casser le marché... D'autant plus qu'on a une vraie reprise, puisque là, on a en ce début de premier trimestre, on a véritablement une reprise, puisqu'on est entre 11 milliards et 12 milliards d'euros de crédits distribués, versus l'année dernière, à la même période, entre 9 et 11. Oui, donc ça va mieux, en fait. Voilà, les professionnels accompagnent les clients, nos partenaires bancaires sont à nos côtés, on s'est tous mobilisés, et ce serait vraiment dommage de ne pas agir sur des éléments normatifs, sur lesquels la Banque de France peut parfaitement agir sans mettre en risque l'emprunteur, voilà, sur sa solvabilité. On a vraiment besoin de cet accompagnement. C'est le seul levier. On ne peut pas agir, évidemment, sur les éléments géopolitiques. On n'en a pas la maîtrise. Là, on en a la maîtrise. Il faut anticiper pour ne pas mettre un coup de frein à cette reprise qui se voit à la fois, chez tout profil confondu, mais sur les primo-accédants qui se sont encore renforcés en ce premier trimestre. Et on a un petit retour des investisseurs. Ouais, on va en parler, Sophie, des investisseurs. Je voudrais juste conclure là, justement, sur ce volet actuel, perspective, et après, on va revenir un peu en arrière et faire un état des lieux actuel. Mais du coup, mesdames, pour boucler la boucle sur ce conflit au Moyen-Orient, les risques inflationnistes et OAT, etc., le conseil à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est quoi à ce stade ? C'est-à-dire, quand bien même vous êtes très optimiste, ou en tout cas mesuré, et voilà, mais est-ce qu'on dit à celles et ceux qui nous regardent, dépêchez-vous, prenez le temps, qu'est-ce qu'on leur dit ? Ouais, j'aimerais bien être capable de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisque effectivement, vous le disiez juste avant, les informations et ce qui se passe changent pas mal tous les jours. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir un discours rassurant. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, même par rapport au taux d'usure. La durée moyenne d'un crédit, elle est au-delà de 20 ans aujourd'hui, et sur les durées supérieures à 20 ans, le taux d'usure a augmenté. Il est à 5,19% de mémoire. On est 5,19. Il est à 5,19 exactement, donc il a augmenté de 0,06%. Donc on n'a absolument pas de situation de blocage aujourd'hui. Et par rapport à ce que dit Sophie, c'est surtout qu'on a appris, heureusement, des situations passées. Et donc on a d'ores et déjà, par l'intermédiaire de l'APIC, auquel on siège et qui est l'association qui représente les intermédiaires en crédit, on a d'ores et déjà envoyé une note pour sensibiliser en disant attention, ce serait bien de prendre des décisions et des mesures avant qu'on soit dans la situation de blocage. Exactement. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun problème. Pour autant, sans donner des conseils, on voit, moi je constate une accélération de l'activité sur les dernières semaines, probablement liée à ceux qui se disaient, qui avaient un projet dans les mois. Peut-être le temps, mais exactement. Et là, peut-être qu'ils se disent, bon, on va le faire tout de suite. De toute façon, quand le projet est bien monté, c'est toujours le moment d'acheter. Ouais, mais vous le dites si bien, Sophie, même chose, même avis. A priori, si vous êtes dedans, allez-y. Si vous n'étiez pas dedans, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si vous avez un projet à court terme, il faut y aller, bien évidemment. Maintenant, en fait, c'est le projet, l'événement de vie qui fait que on se lance. Les taux, de toute façon, là, on a effectivement une petite hausse de 0,10. On n'est pas du tout alarmiste. 0,10, c'est 10 € de plus par mois pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans. Voilà. En gros. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il y a plein de prêts aidés quand même, qui viennent aussi baisser le coût total du crédit. Il y a les prêts à taux zéro, il y a les prêts bonifiés des banques, il y a les prêts Action Logement. Enfin, il n'y a pas que le prêt taux de la banque. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Mais d'analyse globale que font les courtiers. Donc pour l'instant, tant qu'on a nos prêts à taux bonifiés, nos prêts aidés par l'État, le prêt Action Logement et tout le tintouin, et qu'on est autour de 3,4,5%, bon an, mal an, ça va. Et pour rester optimiste, Sophie, effectivement, vous vouliez nous parler de ça, parce que je crois que vous êtes la première à me dire que ça y est, vous revoyez des investisseurs. Vous savez, ces gens qui achètent un bien pour le mettre à la location, vous vous souvenez de ces gens-là ? Ils reviennent, Sophie. Ils reviennent. On a regardé nos statistiques. Moi, j'ai été moi-même étonnée en me disant tiens, il y a un petit soubresaut. Alors, c'est timide encore. Et pour autant, voilà, on avait 8%. Moi, je parle de nos bases de données chez Finance Conseil. Ouais. On passe à 11%.
Donc bon, plus ouf, 3 mais points, voilà, c'est pas quand même, fou. c'est un petit Mais on indicateur. se dit, tiens, depuis 2022, ça baisse, et là, il y a un petit regain, plus particulièrement en Île-de-France, en Occitanie, voilà, en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je raisonne toujours en le poids de l'apport dans le montant du crédit. Et il y a une baisse significative là sur ce début d'année qui passe de 20 et quelques pourcents à 17,8%. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les conditions d'emprunt pour les investisseurs se sont aussi améliorées. Comme c'est le cas aussi pour les primo-accédants. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal en fait. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Pascal Boulanger, le patron de la Fédé des promoteurs immobiliers, parce qu'on a reçu un communiqué ce matin. Ça y est, ils lancent leur grande campagne pour faire la promotion du fameux dispositif Jean Brun, vous savez, d'aide à l'investissement locatif, qui est pour l'instant à ce jour exclusivement favorable à l'achat de logements neufs. On va pas se mentir, parce que sur l'ancien, globalement, il va falloir le modifier rapidement. Mais voilà, donc il y a un vrai sujet de prise de conscience, qu'il y a un dispositif qui existe, quand bien même l'actualité du moment est marquée par cette guerre au Moyen-Orient, cette fluctuation des marchés au sens large. Enfin voilà, il y a quand même un dispositif qui a été créé, une prise en compte de l'investisseur locatif qui n'y avait pas depuis un paquet d'années. Donc ça vaut le coup quand même de le rappeler. On a maintenant un dispositif favorable à l'investissement locatif pour faire suite au dispositif Pinel. Sur les investisseurs, vous les constatez eux aussi de retour chez vous financés ou pas du tout ? Alors nous, ça représentait déjà un peu plus de 10% et on a regardé les chiffres assez récemment. Nous, on ne constate pas sur ce premier trimestre une réelle augmentation des dossiers ou des demandes concernant des investissements locatifs. C'est assez stable avec l'année dernière. Et moi, je trouve qu'on ne voit pas encore l'effet Jean Brun, puisque la majorité de nos dossiers sur de l'investissement locatif, c'est de l'ancien plus travaux. Ah bah, ils n'ont pas compris alors. Donc non, mais je pense qu'au-delà du fait qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça n'a pas été très clair non plus que c'était opérationnel, puisqu'il y a beaucoup de communication sur le fait qu'on attend d'être décrété d'application, mais en fait, on les attend pour modifier le dispositif dans l'ancien. Donc, réellement, dans le neuf, il est opérationnel. Et pour autant, comme vous venez de le dire, les promoteurs n'ont pas encore lancé leur campagne de communication. Ça y est, ils l'annoncent aujourd'hui. Oui, non, mais donc plein de trucs vachement alors, les dossiers sont pas arrivés ce matin. Des super jeux de mots, j'ai adoré. Je sais plus ce qu'il y avait. Enfin bon, bref, il y a des super jeux de mots. Je salue vraiment les équipes de la Fédé des promoteurs immobiliers parce que j'adore les jeux de mots. Enfin, voilà. C'est aussi la thématique de notre temps fort là du printemps, parce qu'effectivement, il y a des choses à faire sur le dispositif Jean Brun. Donc, on va aussi se mobiliser pour informer l'ensemble de nos clients sur ce sujet, échanger avec nos partenaires, puisqu'on travaille majoritairement avec des professionnels de l'immobilier. Donc, on espère bien que la communication qu'il va y avoir autour va être de nature à encourager les investisseurs à réaliser un projet. Là, sur le premier trimestre, pour moi, c'est pas flagrant. Oui, et puis on en parle assez régulièrement à l'antenne de BFM Business et des experts de l'IMO. On essaye aussi sur ce Jean Brun pour l'instant qui est effectivement exclusivement intéressant dans le neuf. Pas partout non plus. Donc encore une fois, il faut faire la promotion d'un dispositif, c'est bien. Maintenant, expliquer dans quoi il ne faut pas tomber, les pièges aussi, parce qu'on rappelle qu'il est dézoné. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, les revenus, les loyers plafonnés, etc. Donc on vous explique assez régulièrement dans quelle mesure il faut se saisir du dispositif et dans quelle mesure il vaut mieux rester sur des opérations de primo-accession. Je fais la transition toute seule. En ce qui concerne la primo-accession ou l'accession tout court, Sophie, comment ça va ? On a dit que l'année 2025, ça avait été l'année des primos. On espérait que 2026, ce soit l'année des investisseurs, nous verrons bien. Ces primos-là, ils sont toujours là ? Ils sont toujours là, ils se renforcent. Nous, dans nos statistiques, plus de %. Donc, encore une bonne nouvelle. Le poids de l'apport dans le montant du crédit, on est stable, 22%. Donc, mais on n'est pas dans les situations, justement, il y a 2 ans, 3 ans. Non, pas du tout. Et puis, on a surtout, moi, j'ai regardé les statistiques en Occitanie, on a un vrai bond du primo-accédant. Donc, voilà, il y a des secteurs comme ça, comme l'Île-de-France, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, où il y a plus de 60% de primo-accédants dans nos statistiques, suivis de près par la Loire-Atlantique-Vendée. Donc, ça, c'est très positif. On voit bien que les primo-accédants sont bien accompagnés par les courtiers, par nos partenaires bancaires. Il y a de beaux dispositifs. Donc, il faut continuer comme ça, faire exactement comme l'année précédente. Et rester sur cette espèce de marché un peu normalisé. Exactement, c'est un marché normatif qu'on espère voir durer. C'est pour ça qu'agir sur une mensualisation du taux d'usure, et je le répète, parce que c'est vraiment le seul levier qu'on ait. Même si si les taux augmentent un peu, c'est pas grave, on a la capacité d'accompagner absolument tous les emprunteurs dans de bonnes conditions aujourd'hui. Donc le seul
point noir qu'il pourrait y avoir, c'est celui-ci, voilà, et qu'on peut pleinement anticiper. Julie, les primos, l'accession. Alors ouais, je vais dire je vais pas, moi j'isole pas forcément les primos parce que c'est assez difficile de déterminer qui est primo ou pas et dans quel sens, est-ce que c'est vraiment au sens de la réglementation ou pas. Mais l'acquisition de la résidence principale chez nous, c'est plus de 8 dossiers sur 10. Ouais. Donc évidemment que le marché concerne ceux qui achètent leur résidence principale, les investisseurs ou la résidence secondaire. Eh bien, c'est moins de 20% de notre activité en intégrant les financements pro, etc. Donc le gros du marché, c'est toujours l'acquisition de la résidence principale. Et ça, c'est plutôt rassurant puisque on n'est pas sur un achat d'opportunité quand c'est la résidence principale. On n'achète pas parce qu'on a une bonne affaire à faire ou parce qu'il y a un dispositif fiscal. On achète parce qu'on a besoin, parce qu'on a divorcé, parce qu'on a un enfant en plus, parce qu'on est muté, etc. Ou parce qu'on veut tout simplement devenir propriétaire. Hein. C'est la volonté de la majorité d'entre nous. Donc, et ce marché-là, il ne va pas disparaître. Et à partir du moment où les banques restent prêteuses et où les conditions d'emprunt, parce qu'on va le dire quand même à 3,5 sur des durées de 20 ou 25 ans, c'est quand même des conditions extrêmement intéressantes. Mais oui, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui se sont arrêtés au taux à 1%, qui était la normalité, anormalité, quoi. Oui, et puis qui a été très courte finalement en durée. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du crédit immobilier. 3,5 sur 25 ans, c'est un taux très très intéressant. Et quand bien même les taux viendraient à rebaisser, si vous pouvez acheter aujourd'hui, vous pourrez renégocier votre taux de toute façon si les taux devaient baisser. Donc on ne parle pas de taux à 5, 6 ou 8%. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très raisonnables et que vous empruntiez à 3,5 ou 3,70, ça ne va pas changer la face du monde. Vous faites la transition parfaitement, Julie, parce que c'était un sujet que je voulais aborder. Oui, quand bien même vous considérez que vous empruntez cher, vous pourriez renégocier les taux. En revanche, un prix, ça ne se renégocie pas. Jamais. Et alors, c'est pour ça que je regarde Sophie, parce qu'on en a discuté, je préparais un papier là-dessus justement sur les effets possibles d'une hausse des taux d'intérêt. Et vous me disiez en fait, le côté positif de la chose, du fait de l'expérience de la crise inflationniste de 2022, c'est qu'à l'époque, on se rappelle qu'on avait une hausse très rapide des taux d'intérêt. Mais enfin, que les vendeurs, ils se regardaient tous en mode non, c'est pas le moment de baisser mes prix. Et donc, on s'y retrouvait pas et on a une baisse du pouvoir d'achat immobilier qui était très forte. Là, vous me disiez, moi, je crois que l'expérience récente de la crise inflationniste liée à la guerre en Ukraine fera que si la hausse de taux perdure, on aura un ajustement des prix plus rapide. Beaucoup plus rapide, c'est évident, parce qu'il y a cette courbe d'expérience. Et puis aujourd'hui, on négocie les prix. À cette époque-là, on ne négociait pas, les taux étaient bas, donc on y allait, les vendeurs ne voulaient pas baisser. Donc là, quand il y a eu la hausse fulgurante des taux, forcément, il y a eu cette inertie, on s'est un peu regardé, on se disait, bon, moi je ne veux pas baisser, je ne vois pas pourquoi, les taux restent quand même on avait été pris par surprise. Voilà, exactement. Alors que là, les vendeurs ont compris quand même qu'il fallait réajuster les prix plus rapidement pour pouvoir vendre. Et je pense que ça sera bénéfique, hein, même s'il y a une hausse des taux, il y aura un réajustement par les vendeurs. Ce qui rejoint le conseil, beaucoup plus rapide qu'à l'époque. Puis je dirais en plus que, contrairement à ce qui s'est passé à cette époque-là, le temps a passé, on pouvait avoir des vendeurs à ce moment-là qui avaient emprunté dans des conditions très intéressantes et à des prix très élevés et qui de toute façon ne pouvaient pas se permettre de renégocier, de discuter ou de baisser leur prix de vente, puisque sinon ça ne leur permettait pas de solder le crédit qu'ils avaient en cours. Donc il y avait aussi cette contrainte de faire, même avec la volonté de vendre et éventuellement de discuter le prix, la réalité c'est qu'il faut quand même solder son crédit qui a permis d'acheter ce bien-là. Et là, le temps a passé, ils ont amorti plus sur leur crédit, les conditions ont déjà été revues à la hausse depuis un moment, donc je pense qu'on aura moins cette difficulté aussi psychologique de dire maintenant, mais moi je vais faire une opération négative et une mauvaise opération. Donc il y a une différence entre ne pas faire la culbute et perdre de l'argent. Ouais, donc je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que celles qu'on a connues au moment de la guerre en Ukraine. Mais c'est important ce que vous dites, mesdames, c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus aussi sur le bon conseil à apporter à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, de se dire voilà, effectivement, votre projet, il était là, vous étiez en passe de accélérer. Si c'est pas là, vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas. Quand bien même vous emprunteriez à 3,8, 3,9%, votre taux va peut-être baisser bientôt et vous pourrez le renégocier. En revanche, attention à vos prix. On rappelle, il y a une étude, je crois, qui est publiée récemment qui disait, alors moi ça m'a pas étonné, je suis peut-être un génie caché, mais qu'effectivement pour les primos, la pire période c'était d'acheter au moment où les taux étaient à 1% parce que les prix étaient trop élevés. Donc des taux un peu plus élevés, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle et c'est pas forcément le moment où vous allez faire une mauvaise affaire. Tout à fait. C'est à peu près ça le bilan. Oui, c'est complètement ça. Et puis je pense que c'est le moment de faire appel à des professionnels. Mais oui, la promo des courtiers, allez-y Julie. Ben oui, mais toutes les banques n'ont pas la même stratégie. Certaines ont mis de côté les profils les plus au plus bas revenus
revenus, certaines ont des conditions qui peuvent être plus intéressantes pour les primos, des prêts aidés, etc. Et c'est en faisant appel à un professionnel comme un courtier, par exemple, sans citer de marque, que l'on peut aller obtenir les meilleures conditions. Merci Julie. On va les citer. Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Sophie Autongue, directrice générale adjointe de Finance Conseil. Vous avez également Empruntis, CAFI, Meilleur Taux. On va tous les faire, hein. Vous en avez plein des courtiers. Et vous avez ces professionnels qui vous accompagnent justement pour vous dégoter les meilleurs emprunts. Donc effectivement, ça vaut le coup, parfois, surtout dans un climat aussi incertain qu'aujourd'hui, de vous faire aider. Et nous, on se fait aider dans les experts de l'IMO sur BFM Business tous les jours, à l'heure de votre déjeuner. À demain. Les experts de l'IMO sur BFM Business.